Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'espère déjà que vous allez bien, que vous rentrez bien dans l'automne tranquillement. Et d'ailleurs, il y aura un sujet là-dessus. Mais avant de démarrer, ceux qui ont vu ce week-end est sorti le contenu qui s'appelle le dad bod. Est-ce vraiment séduisant? Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le dad bod? Le dad bod, c'est dad body, donc corps de papa. Et donc c'est une grande mouvance qui à l'origine en fait ça vient d'un article d'une personne qui a justement mis ça en avant comme le corps idéal des hommes parce que rassurant, parce que pour tout un tas de raisons d'ailleurs, et que je vous détaille, je vais pas vous le dire maintenant dans le podcast, ça sert à rien, mais que je vous détaille dans le contenu que je vous ai linké. Et donc je me suis intéressé à ça. Donc ça c'est plus une étude, on va dire entre guillemets sociologique. Et après d'observer au niveau de la science, donc de la vraie science et de la vraie sociologie, ce qui se fait en termes d'attirance par rapport au physique chez les hommes et chez les femmes aussi. Et pas besoin de vous dire que les orientations sont plutôt secrètement vers les corps ce que j'appelle moi athletic bod en fait, les corps athlétiques. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi, comment, etc. Parce que dans les discussions, vous allez souvent entendre, moi je préfère le petit ventre, les petits bourrelets, c'est mignon, c'est tout ça. Et ça a tendance à rassurer beaucoup d'hommes. À tort en fait, puisque c'est pas la réalité, en tout cas pas la réalité statistique des études. Donc je vous invite, c'est intéressant. Donc je vous invite à aller lire le contenu, il est linké dans les notes de ce podcast. Alors sur Apple Podcast, c'est un peu compliqué maintenant d'aller dans les notes. Moi-même, quand j'écoute des podcasts et que je cherche les notes, parce que les gens parlent des notes, et moi je regarde très souvent les notes des podcasts, parce que c'est là où les gens mettent les choses intéressantes, les liens, etc. Et vu que j'aime bien pousser les choses à chaque fois, je vais voir les notes. Et maintenant, en fait, il faut cliquer sur les 3 petits points quand vous êtes sur Apple Podcast et que vous avez le podcast ouvert en grand écran. Vous avez 3 petits points vers le milieu à droite, vous cliquez une fois dessus, et après vous avez un bouton qui s'appelle accéder à l'épisode, vous cliquez dessus, et là ça va vous ouvrir en fait les notes, etc. Bref, on démarre. Alors, le premier sujet, c'est la cuisson sous pression. Est-ce que ça préserve ou non les nutriments? Donc, vous connaissez déjà les différents modes de cuisson. Je pense que vous connaissez la cuisson à l'eau bouillie pour le riz, certains légumes et tout, qui n'est pas idéal d'ailleurs. Mais vous connaissez également la cuisson à la poêle, au four, à la vapeur, au barbecue, bref. Et la cuisson sous pression. C'est une cuisson qui est relativement oublié. Pourquoi? Parce que les cocottes minutes, par exemple, c'est la cuisson sous pression par excellence, c'est pas quelque chose qui domine dans les foyers actuellement. Alors, si vous avez une cocotte minute chez vous, c'est probablement que vous vous intéressez à la cuisine, ou alors que votre grand-mère ou votre mère, ou peut-être votre père d'ailleurs, vous en a offert une. Mais de vous-même, je pense pas que vous soyez allé acheter je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire en français, mais bon bref, une cocotte minute. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on est plus vers des cuiseurs sous pression type électronique, électrique. Moi d'ailleurs c'est ce que j'ai ce qu'on appelle un instant pot, donc ça s'écrit instant comme un instant, et pot plus loin P-O-T. Je crois que c'est une marque anglaise, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Anglaise ou américaine, et voilà, c'est l'équivalent d'une cocotte minute intelligente où vous avez diverses fonctions dessus. Donc la cuisson sous pression préserve-t-elle les nutriments? Parce que c'est ce qui nous intéresse quand on consomme, quand on mange, est-ce qu'on détruit tout ce qu'on mange ou pas?
Donc la cuisson est un art délicat, surtout lorsqu'il s'agit de préserver les nutriments essentiels des aliments. Donc selon le docteur Greger, la cuisson à la vapeur est la méthode la plus efficace pour conserver les nutriments, donc la nutrition des légumes. Cependant, la cuisson sous pression, donc une méthode moins étudiée, présente également des avantages. Par exemple, les haricots noirs cuits sous pression pendant 15 minutes ont montré 6 fois plus d'antioxydants que ceux bouillis durant 1 heure. Alors, c'est vrai que quand vous faites bouillir vos aliments, il faut pas oublier qu'il y a une fuite des micronutriments. C'est pas pour rien que je vous le répète encore une fois, je vous en ai parlé dans le précédent podcast, je crois, ou celui d'avant encore, mais c'est pas pour rien que le bouillon, vous savez, le bouillon d'os, etc., c'est pas pour rien que ça c'est riche en micronutriments, c'est parce qu'il y a une fuite, en fait, des aliments vers le bouillon. Donc après, ce bouillon, si vous le consommez, vous récupérez une partie de ces nutriments, ces micronutriments. Donc déjà là pour les haricots noirs, alors les haricots noirs, je serais curieux de savoir, il y a quand même un trempage nécessaire à faire, hein, mais c'est vrai que moi je l'ai vérifié, la cuisson de légumineuses qui peut être hyper longue à l'eau et parfois même quand on met le bon temps de cuisson, on se rend compte qu'elles sont pas encore comestibles, elles sont trop al dente. Au cuiseur cuit à la pression, c'est hyper rapide quoi. Et les haricots noirs, d'ailleurs, moi j'en consomme, c'est ceux que je trouve les plus intéressants. Alors de plus, la vitamine C, sensible à la chaleur, est mieux préservée sous pression, en cuisant, alors ouais mais préservée, vous allez voir, ça va vous faire rire, en cuisant des épinards sous pression pendant 10 minutes, seulement 90% de la vitamine C est perdue, contre 95% lorsqu'ils sont sautés pendant 30 minutes. Alors déjà, qui fait sauter pendant 30 minutes des épinards, quand on voit la forme que ça... je veux dire, déjà 2 minutes, ça suffit. Et en plus de ça, entre 90% de perte ou 95%, c'est presque du pareil au même. Mais bon, les études, ils aiment bien avoir des chiffres comme ça, voilà. Donc le docteur Greger recommande de cuire les légumes verts en les faisant cuire à la vapeur sous pression durant 0 minute pour une texture parfaite. En fin de compte, la cuisson sous pression semble être une méthode efficace pour conserver une grande partie des nutriments essentiels des aliments. Alors pendant 0 minute, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous préparez, moi par exemple dans mon instant pot là par exemple, je mets mes aliments, un fond d'eau et je lance, je sais plus comment ça s'appelle, sous pression, un truc comme ça, le programme, et ça me demande le nombre de minutes. Je peux mettre 0. Si je mets 0, en fait ce qui va se passer c'est que l'appareil va monter en température pour se mettre sous pression, et dès qu'il va être sous pression, il va déclencher la fin. Donc il va se mettre en mode maintien au chaud et en mode dégoupillage de la pression. Donc ça, ce sera à moi de dégoupiller la grenade en gros quoi. Et ça en fait, ça permet d'avoir une cuisson très rapide. Alors ce que on pourrait presque appeler une cuisson express ou je sais pas comment d'ailleurs. Et ce mode de cuisson là, l'avantage qu'il a, c'est que vous allez avoir des aliments, notamment des légumes verts, qui vont être très al dente et il faut aimer ça. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ça. Par exemple, que ça soit des haricots verts ou des petits pois ou des trucs comme ça, ça va être hyper al dente. Alors, même si vous faites pas ce mode de cuisson, en règle générale, même des brocolis et tout, c'est 2-3 minutes maximum hein, sous pression. Et donc, pour vous dire que c'est hyper rapide et c'est bien plus facile de se faire des légumes croquants avec ça que à l'eau bouillie ou à la vapeur, quoi. Même si à la vapeur, si vous avez votre temps, c'est dans votre tête parfait, ça peut être une bonne chose. Mais c'est très compliqué sinon de faire de l'al dente parfaitement. Donc je vous mets pas de lien de partenaire machin chose pour un cuisson sous pression parce que j'ai pas envie qu'on pense que je sois de mèche avec les vendeurs de ces trucs-là. Le but c'était de vous apporter cette info-là. Et moi personnellement, je trouve que c'est intéressant ce genre de cuiseur. Alors celui que j'ai personnellement, moi, il me plaît parce que je peux le programmer. Et par exemple, je peux tout mettre dans le. Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà la cuve est en inox. Et je voulais pas une cuve en plastoc ou quoi. Mais de toute façon, les trucs sous pression, vous aurez pas du plastoc très souvent. Parce que la pression et le plastique, ça fait pas bon ménage. Donc pour les perturbateurs endocriniens et tout, je préfère avoir une cuve en inox. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est de mettre les aliments, de pouvoir me barrer, faire ma séance de sport et tout. Je sais que le truc va se déclencher que dans 45 ou 50 ou minutes ou 1 heure. Et donc, du coup, la cuisson peut démarrer assez proche du moment où je vais manger.
C'est-à-dire que ça va pas cuire et laisser reposer pendant longtemps. La cuisson va démarrer dans un certain dans un certain temps, quoi, dans un certain laps de temps. Donc alors je m'amuserais pas à mettre du poulet à 7 heures du matin cru comme ça dans le truc et lui demander que la cuisson se lance qu'à 20 heures le soir, hein. Ça j'éviterai parce que bon ça fait quand même alors peut-être que certains le font, mais moi j'éviterai de laisser comme ça du poulet cru pendant 12 heures dehors. Mais bon bref, voilà. Enfin, j'ai pas envie d'avoir une intox alimentaire, hein, et vous non plus, je pense. Donc c'est ce genre de choses qui sont pratiques. Sinon, ah là oui, le deuxième article, monter plus de 5 étages par jour réduit le risque de maladie cardiaque de 20% selon une étude. Alors je pense qu'il n'y a pas qu'une étude. En fait, je déteste le selon une étude dans les articles. Ça m'énerve parce que le selon une étude, ça agit comme argument d'autorité, mais dès qu'on est un peu concerné par toute la littérature scientifique et tout, selon une étude, ça veut rien dire en fait. Parce que une étude, c'est comme prendre... comment dire ? Ce serait comme prendre un cheveu sur la tête de quelqu'un ou de prendre un groupe musculaire sur le physique de quelqu'un et en définir que parce qu'il a ce groupe musculaire développé, ses muscles sont développés de la même façon, il a un corps esthétique, etc. En fait, une étude, c'est un zoom sur une carte. Et sur cette carte, il y a divers choses qui vont créer... il va y avoir des études qui vont dire que ça marche très très bien, d'autres moyennement et d'autres pas du tout. Et on fait... après, on arrive à faire une espèce de grosse moyenne en enlevant le maximum de biais, c'est-à-dire, par exemple... Est-ce que les gens, quand ils ont monté des escaliers, est-ce qu'ils ont aussi fait un régime ? Est-ce qu'ils ont aussi arrêté de fumer ? Est-ce qu'ils ont aussi arrêté de faire tel ou tel autre comportement de vie ou tel traitement qui avait des effets positifs ou négatifs sur le risque de maladie cardiaque ? Et en fait, on essaye d'avoir le maximum d'informations pour qu'après, ça crée une tendance. Et cette tendance, c'est jamais des courbes très pointues, c'est-à-dire que vous êtes jamais dans l'extrême haut ou bas, vous êtes plutôt... c'est une courbe moyenne. Mais elle a quand même une tendance, une orientation, cette courbe-là. Et cette courbe, elle va plutôt aller vers la protection cardiovasculaire ou l'aggravement, on va dire, des maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça, selon une étude, c'est toujours un résultat, ce que je catégorise, moi, d'aigu. C'est-à-dire où ça marche pas, où ça marche. Mais j'aime pas dire c'est plus compliqué que ça, mais c'est juste plus riche que ça, on va dire, en données, quand on veut avoir des informations claires. Et ça, selon une étude, c'est un discours, en fait, c'est pour appuyer de manière autoritaire les arguments qu'on va fournir, quoi. Donc, oubliez l'objectif des 10 000 pas par jour. Une nouvelle recherche de l'université de Tulane révèle qu'au moins 50 marches d'escalier par jour pourraient considérablement diminuer votre risque de maladie cardiaque. Donc, l'étude publiée dans la revue Artérosclésis indique que monter plus de 5 étages chaque jour pourrait réduire le risque de maladie cardiovasculaire de 20%. Donc, le docteur Lou Couy, professeur à l'école de santé publique et de médecine tropicale de l'université de Tulane, souligne que de courtes montées d'escalier à haute intensité, alors déjà à haute intensité, hein, c'est-à-dire vous montez pas tranquillos, hein, sont un moyen efficace d'améliorer la condition cardio-respiratoire, surtout pour ceux qui ne peuvent pas suivre les recommandations actuelles d'activité physique. Alors, j'ai pas fini les citations, mais je fais une petite parenthèse. Les gens qui ne peuvent pas suivre les recommandations actuelles d'activité physique par manque de temps. Parce que si c'est par manque de conditions physiques, n'allez pas faire du HIIT dans les escaliers, hein, parce qu'il n'y a rien de pire pour canner, de manière, c'est une image, hein, vous n'allez pas mourir, mais sauf si vous êtes vraiment mal en point. Mais si vous n'êtes pas capable de marcher 10 000 pas, pour raison de conditions physiques, ça m'étonnerait que vous soyez capable de courir dans les escaliers. Enfin, vous, je sais que vous êtes capable, c'est vous qui m'écoutez, mais c'est à vous pour le grand public, on va dire. Donc, l'étude basée sur les données des 450 000 adultes de UK Biobank montre que cette pratique est particulièrement bénéfique pour ceux qui présentent moins de risques. Cependant, les personnes à risque élevé peuvent compenser ce risque par la montée quotidienne d'escalier. Donc le docteur QI met en avant les escaliers comme moyen accessible et économique d'intégrer l'exercice dans la routine quotidienne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous
on a quasiment tous des escaliers proches de chez nous. Alors, en tout cas dans notre journée. Soit vous vivez dans une résidence et il y a des escaliers pour mener du parking en sous-sol à votre étage, ou même si vous êtes au rez-de-chaussée, il y a des escaliers dans la résidence, donc que vous pourriez emprunter au quotidien, même sans raison autre que la santé. C'est-à-dire que vous pouvez les monter, les descendre, sans raison autre que vous mettre en santé. Deuxième chose, vous habitez dans un petit pavillon, le rêve américain, donc le petit pavillon, un R+1, et donc vous avez des escaliers chez vous directement, et donc vous pouvez aussi les monter 5 fois dans la journée. Et troisième option, vous avez un plein pied, donc là c'est plus que le rêve américain, quoique il y en a qui aiment bien les R+1. Donc vous avez un plein pied, c'est-à-dire une grande maison sur un grand terrain, entièrement de plein pied, donc pas d'escalier. Donc là il faut croiser les doigts pour qu'au bureau, vous ayez au boulot à un moment donné des escaliers. Donc celui qui est le plus pénalisé finalement, c'est celui qui a la grosse villa de plein pied et qui n'a pas d'escalier et qui bosse, je sais pas, dans un bureau en plein pied parce qu'il est architecte et qu'il n'a pas besoin de monter des escaliers. Je sais pas pourquoi architecte, mais bon, c'est l'idée qui m'est venue tout de suite. Il a son petit bureau moderne de plein pied, je sais pas où, et donc il manque jamais d'escalier. Donc c'est lui qui est le plus pénalisé. Donc finalement, les escaliers, on en a logiquement tous à portée de chaussures, on va dire. Mais je vais pas vous refaire l'exposé que j'avais déjà fait dans d'autres podcasts. Moi, à côté de chez moi, alors pas très loin, il y a un centre commercial qui s'appelle, il y en a deux d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Odysseum et l'autre qui s'appelle Polygone, donc c'est à Montpellier. Si j'observe un petit peu ces deux, je sais pas, galeries commerciales, centres commerciaux, vous avez des escalators pour monter aux étages. Il y a aussi des escaliers. Mais en fait, ce qui clignote et ce qui vous appelle le plus, donc ce qui est le plus facile, déjà ce qui a le plus en nombre, ce sont les escalators. Les escaliers, ils sont au fond, ou enfin voilà, ils sont accessibles, hein, mais c'est pas ce que vous allez voir en premier quand vous allez passer les portes, soit sortir du parking, soit arriver aux portes du centre commercial ou quoi, vous allez voir tout de suite des escalators. Je pense que si vous vivez dans une grande ville et que vous avez accès également à des grandes structures comme ça, vous avez bien vu que les escalators sont tout de suite mis en avant. Donc le mode de vie moderne vous conditionne pas du tout à prendre les escaliers. Si vous vivez dans une belle résidence ou que vous avez accès à des beaux hôtels, des choses comme ça, vous avez remarqué que souvent les ascenseurs sont bien indiqués, mais par contre les escaliers, c'est un enfer pour les trouver. Parfois vous vous demandez même si vous n'avez pas pris les escaliers de secours ou si même il n'y a plus que des escaliers de secours. Le problème des escaliers de secours souvent c'est que parfois, pas dans tous les établissements, mais parfois vous pouvez les emprunter mais pas les quitter. C'est-à-dire que vous pouvez en sortir que par le bas. Donc que par le rez-de-chaussée pour fuir en fait, hein, et pas pour monter dans les étages. Donc ça, je sais pas, mais ceux qui construisent les bâtiments, je sais pas qui réfléchit aux règles là, les RT 2012, 2020, tout ça là, donc les ERP, établissements recevant du public et tous ces trucs, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous devriez, ceux qui font les décisions là, mettre dedans la possibilité quand même aux gens de continuer à prendre les escaliers, que ça soit plus facile. C'est un problème de santé publique et je pense que ça serait un argument marketing que de dire nous on vous construit des résidences ou des bâtiments et on vous met des escaliers bien accessibles pour ceux qui veulent avoir leur quota d'activité physique et on se débrouille, je sais pas, dans les escaliers pour mettre des trucs sympas quoi, des beaux tableaux, je sais pas moi, les infos pour ceux qui aiment bien écouter les infos, un truc qui rendrait attractif les escaliers. Tout simplement. Et ça pourrait être dans le futur un argument parce que les gens ne feront plus que ça. Mais bon, j'ai entendu ce que les gens sont prêts à faire pour prendre les ascenseurs et pas les escaliers aujourd'hui, ça me. Enfin bon. Après, faut pas se plaindre qu'il y ait de l'obésité. Après, si vous avez un petit stepper chez vous, si vous n'avez pas d'escalier, achetez un petit stepper. Moi, j'ai acheté, vous savez, le stepper du téléachat, là, le truc tout simple, où vous faites des pas, là, chez toutes les mamies et les grandes tantes, vous trouverez ça dans le garage. Un espèce de petit stepper, là, comme ça, qui, parfois, il compte les pas, parfois, vous avez un petit élastique pour faire les biceps en même temps.
vous avez quand vous êtes là-dessus, vous ressemblez à une pub de téléachat. Mais c'est pas grave, c'est une façon de monter des escaliers. J'en ai un à la maison, moi, hein. Et ça prend pas de place. Si vous êtes en home gym, c'est vraiment un truc qui prend pas de place, quoi. Et je vous garantis que au début, quand vous n'êtes pas habitué, déjà 10 minutes, à un rythme un peu soutenu, ça tape dans le cardio, hein. Voilà, vous pouvez après vous mettre sur la pointe des pieds, ça bosse un peu les mollets, enfin bon. Et ça peut être intéressant, et c'est pas ce qui coûte le plus cher, parce que c'est hyper chiant à faire. Quand on n'est pas habitué, au début, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Alors, essayez-le si vous allez par exemple dans un magasin de sport, essayez-le d'abord. Et le deuxième conseil que je vous donne, donc essayez-le pour voir si la résistance et tout est suffisante. Et après, munissez-vous d'une bombe de graisse et graissez-le sur tous les points d'articulation. Mettez de la graisse pour éviter les bruits, parce que y a rien de pire quand vous essayez de vous regarder une émission en même temps ou un truc comme ça pendant que vous faites votre cardio en intérieur, quand il pleut ou je sais pas, quand vous avez envie de le faire à la maison, que le truc il couine, il fasse un bruit pas possible, ou si vous voulez le faire le matin avant d'aller bosser, et le simple bruit du machin peut vous empêcher de le faire parce que vous n'avez pas envie de réveiller la planète, quoi. Voilà. Donc, article suivant. Ah, ça j'aime bien. Je sais pas si... J'en parle quasiment tous les ans à la même période, mais... Alors, quand on me dit quelle est ta saison préférée de l'année, l'automne, je pense que c'est celle qui me procure le plus d'émotions. Après, je peux pas dire que je préfère l'automne au printemps, à l'été ou à l'hiver, parce que chaque saison a ses particularités. Je suis très sensible aux saisons. L'automne, ça a un certain... l'automne, je sais pas, il y a un charme, une chaleur à l'automne. Le printemps aussi. Le printemps, c'est une promesse, quoi. Le printemps, c'est la promesse de l'été qui va arriver, des barbecues avec les amis, des vacances qu'on va prendre, des baignades qu'on va faire, etc., de la bronzette et tout. L'hiver, bah, c'est également les moments des fêtes, même si ça peut être anxiogène pour certains. Ça va être la nouvelle année, ça va être le ski pour d'autres. Enfin, chaque saison a ses avantages. Mais l'automne, pour moi, reste vraiment la saison qui me procure le plus d'émotions. Je pense savoir pourquoi. Et je pense que j'ai été vacciné à cette... Enfin, c'est pas vacciné, j'ai été... comment on appelle ça, je suis addict, j'ai été je sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais je suis tombé dans la marmite en fait quand j'étais gosse, parce que j'ai grandi dans un environnement, et quand je dis j'ai grandi, c'est vraiment de mes 0 à 7 ans, dans un environnement très dense, très végétalisé. Il y avait des forêts tout autour de chez moi, mais vraiment tout autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule baraque. Il y avait la mienne de maison. Enfin, c'était une maison où mes parents étaient gardiens. Hein, on n'était pas propriétaires. C'était gardien d'une maison pour la propriété de personnes qui étaient riches. Et donc mes parents, mon père s'occupait de tourner la pelouse, de s'occuper des bricoles, et ma mère faisait les ménages dans cette maison. Et nous, on avait une dépendance, en fait. C'était la ferme qui avait été aménagée en logement pour... j'aime pas dire le petit personnel parce que c'est réducteur, mais c'était un peu ça, quoi. Mais bon, l'avantage à ça, c'est qu'on avait accès à toute la forêt autour. Voilà, qui nous appartenait, qui était privée, hein. Enfin, où on pouvait largement circuler, puisque mon père s'occupait des arbres, de couper les arbres dedans, pour les bûches pour la cheminée et tout ça pour les propriétaires et pour nous. Donc je pense avoir été stimulé au niveau olfactif, visuel, kinesthésique, tout ce que vous voulez, aux odeurs des champignons, des feuilles mortes et humides sur le sol, des couleurs, de l'odeur de la rosée, mais même de l'humidité dans les arbres, de la moisissure, de la mousse, et tout ça, ça a dû en moi créer quelque chose, et qui s'allume à chaque fois en automne. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que je sais que je suis pas le seul, en fait. Beaucoup d'entre vous aiment aussi se promener dans les forêts en automne, quand les feuilles commencent à avoir une teinte un peu ambrée, même orangée et tout. Et parce que ces teintes-là, ça annonce de se couvrir un peu plus, ça annonce qu'après la balade, on va se poser pour boire un chocolat chaud, un thé ou un café derrière une vitre pour se réchauffer. Ça annonce ce genre de choses.
Eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle, je sais plus comment, Marty ou Martin, je sais plus. Je sais plus si c'est Marty ou Martin, Blanchot ou Blanco, je sais pas comment on dit, qui a cartographié les forêts les plus belles, les plus flamboyantes, avec la participation, je crois, d'IGN. Et donc vous aurez l'image dans les notes de cet épisode, donc de toute la carte avec les couleurs. Et en fonction des couleurs, vous aurez les endroits. Et je vais vous dire, donc les forêts françaises les plus flamboyantes en automne dévoilées sur une carte. Donc chaque automne, la nature nous offre un spectacle de couleurs éblouissantes. Mais où trouver les forêts les plus colorées de France pendant cette saison? Donc grâce aux données de l'Institut national de l'information géographique et forestière, le journaliste et photographe Martin Blachot, Marty Blacot, je ne sais pas comment on le prononce, a créé une carte mettant en lumière les grandes forêts françaises d'au moins 5000 m2 qui se part des teintes les plus vives en automne. Donc des teintes allant du jaune éclatant au rouge profond, en passant par l'orange, sont particulièrement visibles sur des arbres tels que le hêtre, le châtaignier, le robinier, le pin mélèze, les cyprès communs et certains autres feuillus. Pour ceux qui souhaitent immortaliser ces panoramas, il est conseillé de se diriger vers la moitié sud de la France, notamment la Gironde, les Landes, les Pyrénées, les Alpes, l'Aude, l'Hérault, la Dordogne, la Charente et la Haute-Vienne. Bien que la région Grand Est offre également de belles vues, l'Île-de-France semble moins propice à ce spectacle naturel. Alors, allez voir la petite carte de Marty. Elle se trouve sur mon site. Alors c'est un lien Twitter, mais vous avez la carte visuellement sur mon site aussi. Ça vous permettra de voir. C'est hyper bien fait. Alors moi, je vois que par chez moi, par exemple, j'ai pas mal de choix. Même s'il faut que je monte un petit peu vers le nord, mais les Landes, etc. Vous avez pas mal de choix, mais globalement, j'ai vécu en Sologne, et la Sologne, c'est plutôt le centre, et il y avait aussi des forêts magnifiques avec des couleurs magnifiques. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que on est dans un monde de consommation abusive de contenu beau, façon de parler, qui se veulent beaux sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que cette période, moi j'y suis abonné à pas mal de comptes sur des trucs d'automne, de photos d'automne et tout ça, enfin de photographie, parce que j'aime les belles photos de nature. Et c'est vrai que là, c'est la meilleure période pour les photographes pour faire des super photos, etc., quoi. Mais sachez qu'on peut aussi s'extraire de ça et d'aller le vivre réellement. Et je vous garantis que les sensations, alors on n'est pas tous à aimer ça, la nature, mais par contre le corps le vivra bien dans tous les cas. C'est-à-dire que le cerveau aime la nature, et même si vous n'aimez pas vous promener dans la nature parce que vous préférez faire autre chose, c'est une manière de faire vos 10 000 pas. Alors 10 000 c'est beaucoup, vous partez quand même un peu la matinée quoi, pour marcher. Mais bon, faire vos 5 000 pas, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais surtout vous en prenez plein les mirettes quoi. Et même de courir dans un environnement comme ça, c'est hyper agréable. Donc voilà, ou de faire du vélo ou autre quoi. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que c'est un mode de vie fitness pour moi de se promener dans la nature et que c'est hyper compatible avec l'épisode du jour. Donc le dad bod, est-ce vraiment séduisant? Donc ce dad body, en fait c'est quoi? C'est le petit ventrou là, le petit bidon quoi. Donc vous avez sûrement entendu parler du dad bod ou corps de papa, ce petit ventre rond considéré par certains comme le summum de l'attraction. Mais quand il s'agit de l'homme le plus sexy de l'année, les magazines montrent souvent des abdos bien sculptés, alors où est la vérité dans tout ça? C'est vrai qu'il y a une hypocrisie en fait. C'est-à-dire tout est vendu pour vous dire vous inquiétez pas, le dad bod c'est génial, mais quand on vous fait un des films les plus populaires au niveau féminin ces dernières années, je pense que c'est comment on appelle ça c'est pas une trilogie, mais comment on appelle ça, la suite de films des 50 nuances de Grey et tout. Bon bah le gars il a pas de dad bod. Quand on regarde les couvertures des romans, vous savez un peu, alors pas forcément romans érotiques, mais romans d'amour, romance cover novel, ils appellent ça aux États-Unis. Je le sais puisque c'est là que sont recrutés, c'est les mêmes gars qui font les couvertures de magazines fitness qui sont recrutés pour faire ces couvertures-là. Donc il y a et dites-vous une chose, c'est que le marketing n'en a rien à foutre de la morale si la morale fait moins vendre que l'inverse.
C'est-à-dire qu'il ira toujours dans ce qui fait vendre le plus. Oui, le but c'est de vendre le plus, hein. Et s'ils mettent des abdos en couverture, c'est que ça vend plus que du dad bod, donc du ventre, du petit ventre grassouillé qui rebondit. Donc peu importe ce que vous pensez, le monde est polarisé autour de ces idées préconçues. Ne seriez-vous pas intéressé de connaître la véritable science derrière tout ça? Donc ça, c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour vous, hein, de savoir un petit peu ce que la science explique. Donc là, je vous ai donné une partie de la réponse, mais au-delà de ça, donc le marketing et tout, c'est une des réponses. Mais après, dans nos gènes et tout, c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est pas que vous avez des abdos, c'est mieux que de pas en avoir. Il y a un truc plus profond que ça, et c'est important de le savoir pour savoir si vous êtes concerné ou pas, en fait. Et si vous avez déjà tapé Dadbod sur Google, vous savez qu'il y a une avalanche de débats et d'opinions là-dessus. Non, pas trop, en fait. Il y a pas vraiment d'avalanche de débats là-dessus. Parce que si vous tapez ça, vous allez voir que vous allez avoir 95% des résultats Google qui vont être basés sur le Dadbot, c'est joli, et vous allez devoir peiner difficilement pour trouver un article qui vous dira le contraire. Et comme ils disent, hein, cependant, la plupart sont basés sur des anecdotes ou des perceptions subjectives. C'est tout à fait réel. Et d'ailleurs, la personne qui est responsable de ce mot Dadbod, c'est une journaliste qui était assez jeune à l'époque. Et son article, quand on le psychanalyse un petit peu, en fait, il est très narcissique. C'est d'avoir un mec qui a un peu de ventre, c'est une manière de servir de faire valoir, en fait. Et je trouve ça un peu bizarre, puisqu'en fait, le but, c'est de rassurer les hommes, accepte-toi comme t'es. Mais en t'acceptant comme t'es, ça me permet justement de me valoriser. C'est bizarre. Enfin bon, bref. Mais que dit la science? Bah, ça, c'est pareil, vous l'aurez. Alors, moi, ce que j'aime bien dire aussi, je sais que vous le savez déjà, mais pour ceux qui me découvrent par exemple dans cet épisode, ils le savent pas, j'ai eu deux vies. J'ai eu une vie en surpoids, donc plus de 92 kilos pour 1m75, et une vie où j'ai plus ce surpoids-là. Et l'avantage, c'est que moi, ça a été en 3 mois que j'ai perdu ce surpoids. Donc ça a été très rapide, donc j'ai pu faire des comparaisons. C'est pas par exemple sur 10 ans. Si j'avais pesé un poids, été en surpoids à 20 ans et je l'ai perdu, et à mes 30 ans, j'arrive à les perdre entre mes 20 et mes 30 ans, donc ça se fait sur la longue durée. Je pourrais pas vous dire oui, mais dans ma vie quotidienne, de perdre du poids, ça a changé, parce que en fait, il y a une autre chose qui a changé, c'est la décennie. Et donc à mes 20 ans et à mes 30 ans, je suis plus le même homme. Alors que quand vous les perdez en 3 mois, vous êtes la même personne, hein, c'est la même année, vous avez le même âge, enfin voilà quoi. Et moi, j'ai vu clairement des différences. C'est-à-dire que le monde extérieur ne vous voit pas de la même façon quand vous avez un surpoids ou non. Que ça soit au niveau tout, hein, vos patrons, vos collègues de boulot, les discussions que vous pouvez avoir, les précautions oratoires que peuvent prendre les gens quand ils parlent de bouffe, de malbouffe, de surpoids et tout, quand vous êtes avec eux, parce que forcément, si vous êtes en surpoids, ils vont faire un peu attention. Quand vous le perdez, c'est différent, c'est plus les mêmes discours, mais également au niveau attractif. Alors moi, je l'ai vu tout de suite, immédiatement. C'est-à-dire que de bons copains, je suis passé à envisageable. Et oui. Et ça, c'est bon. Même si j'avais avant une vie sentimentale, même en surpoids, hein, mais les choix étaient plus limités. Et qu'après, des personnes qui me catégorisaient comme pote, je suis devenu envisageable. Et ça, on peut pas l'enlever au fait que le physique compte, et 2, le fait que le physique compte et que les gens vous renvoient cette image-là, que votre physique compte, ça vous donne confiance en vous. Donc ça change aussi votre comportement. C'est pas que l'image corporelle qui change un individu. C'est parce que l'image change que l'individu après va se mettre à changer, parce qu'il va augmenter sa confiance, son estime, et en fait les choix qu'il aurait envisagés, il peut élargir tout ça, et donc du coup il se sent plus légitime, etc. Bon. Après, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Chacun a son histoire par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je suis plutôt quelqu'un d'introverti à la base. Je suis pas extraverti. Je suis pas quelqu'un qui me met en avant ni rien. Hein. Même si sur Internet, on se montre torse nu. Bon, c'est le monde du fitness, c'est comme ça. Mais à la base, je suis pas du tout quelqu'un d'extraverti, quoi. Donc bref, si ça vous intéresse ce sujet, allez voir. Il y a le lien dans les notes de l'émission là. Le Dadbod est vraiment séduisant et vous accéderez à la science derrière tout ça. Je vous laisse ici, très bonne semaine à toutes et à tous, bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.